Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo de presque qualité, une vidéo news où on va aborder aujourd'hui tous les sujets d'actualité ciné-série du moment et notamment le carton d'un petit truc en plus au cinéma. Il y a aussi des infos sur Marvel, sur The Boys, sur plein de trucs, Avengers et compagnie. Vous verrez ça, c'est malheureusement sans l'ami Greg. Si vous avez vu la précédente vidéo qui est un débat sur le binge watching, est-il sur la fin ou pas le retour des séries en diffusion hebdo? Eh bien, vous savez que l'ami Greg est en congé paternité, que je le salue chaleureusement. Et du coup, comme il n'est pas là, cette vidéo de presque qualité sera 50% de moins de presque qualité, mais je vais tout donner encore une fois pour donc faire de mon mieux et vous présenter toute l'actualité du moment. Et on va commencer par l'habituel point pognon. Alors, bien évidemment, si Greg était là, il dirait oui, il y en a que pour le pognon, il y a que ça que t'aimes, nanana. Non, vous savez très bien que c'est faux. Mais j'aime beaucoup le box-office. Et justement, là, on est vraiment dans un moment où il y a des choses vraiment très intéressantes à dire sur le box-office. On va commencer par un phénomène que personne n'avait vu venir. On n'en avait même pas parlé de la sortie de ce film sur la chaîne. C'est un petit truc en plus, le film d'Artus, premier film d'Artus, donc humoriste, qui est aussi acteur, qui a sorti donc le 1er mai 2024 un petit truc en plus donc au cinéma, un film qu'il a réalisé, qu'il a écrit avec également Clovis Cornillac, Marc Rizzo et la géniale Alice Belaïdi qu'on avait vu dans Sophie et Sophie. Que j'adorais ce programme d'ailleurs, très très drôle. Et ben ce film est un énorme carton, mais vraiment un énorme carton qui est en plus très intéressant à analyser. Au moment où on vous parle, il est à presque 6 millions d'entrées en France. Il a mis une énorme claque à Dune partie 2 qui était le plus gros succès de l'année 2024 pour l'instant en France, qui était à 4 millions. Pour la petite anecdote, le distributeur donc un petit truc en plus, donc Pan Distribution, ou Pan Distribution, pardon, et ben signe avec ce film son plus gros succès, puisqu'il dépasse le chiffre au box-office qu'avait fait 4 mariages et un enterrement en 1994, donc pour vous dire vraiment c'est quelque chose d'impressionnant. Il est déjà à 6 semaines en tête de box-office, donc ça c'est colossal. Il y a un truc qui est formidable avec ce film, c'est le bouche à oreille. C'est un film qui a perdu un petit peu d'entrée entre sa première et sa deuxième semaine, mais qui, entre sa deuxième et sa troisième semaine, a eu une augmentation de 32% de spectateurs, ce qui est une anomalie, ça arrive quasiment jamais. Et ça ne fait que grimper. Là, sur sa cinquième semaine, il a gagné 9%. Donc là, globalement, on est déjà sur le film français qui a le plus gros succès en salle en France de la décennie. Il est très clairement en train de foncer sur La Famille Bélier qui a 7 millions d'entrées. Là, objectivement, il va faire les 10 millions d'entrées, ce qui est absolument énorme. Il pourrait du coup devenir le deuxième plus gros succès en France de la décennie, donc, et dépasser Star Wars, Le Réveil de la Force, qui était sorti en 2015 et qui a fait passer légèrement les 10 millions. Et il peut foncer sur les précédents gros succès. En 2014, on avait eu Qu'est-ce qu'on peut bien donc avoir fait au bon Dieu avec Clavier. Le titre est approximatif, mais qui était à 12 millions. Et peut-être, alors ça me paraît assez inaccessible, mais pourquoi pas, peut-être aller taper Avatar 2 qui est à 14 millions d'entrées. 10 millions d'entrées s'il le fait, sachez que ça ne serait que le 12e film français à le faire dans l'histoire. Donc grosse surprise que ce soit un petit truc en plus. Un film qui en plus a des bonnes critiques presse et d'excellentes critiques publiques. Et donc comme vous pouvez le constater, un bouche à oreille fameux. Donc félicitations à Artus et à tous les acteurs de ce film pour la perf. Moi je l'ai pas encore vu. Mais voilà, chapeau, donc voilà. Par contre, il y a un autre film qui lui fait exactement l'inverse. Lui, il connaît des jours plutôt sombres. Et ce film, c'est Furiosa, le nouveau film Mad Max, qui est un énorme bide. Et ça fait mal de le dire. Alors, ça fait mal. Il y a une critique sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Je suis
un peu mitigé sur le film. Il a des qualités, c'est clairement pas Fury Road, il a aussi de gros défauts, mais c'est quand même dingue de voir le flop de Fury Road, de Furiosa. Alors, les Mad Max n'ont jamais été des cartons au box-office. Fury Road, quand il est sorti en 2015, on ne parlait que de lui, les critiques étaient dithyrambiques, les gens qui l'avaient vu au cinéma disaient foncez voir ce film, c'est un truc de ma boule, et c'était vrai. Et sauf qu'en fait personne, peu de monde n'y est allé, parce que le film n'a engendré à l'époque que 300 millions de dollars. Il s'est fait rétamer par exemple en 2015 par des films qui étaient beaucoup moins quali que lui, mais c'est le jeu. Tenez, voilà, je vais vous dire en direct qui a fait mieux que Fury Road en 2015. Beaucoup de films. Terminator Genesis a fait mieux que Fury Road. San Andreas avec Dwayne Johnson. Hotel Transylvania 2 a fait mieux. Ant-Man, Cendrillon, 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey. On avait Hunger Games qui l'a fait mieux, The Martian, Un Mission Impossible. On a eu Spectre, on a eu Les Mignons, et puis bien évidemment, qui était très très loin devant, Avengers, Fast and Furious 7, Jurassic World, et Star Wars, Le Réveil de la Force. Bref, l'année de sa sortie, Fury Road, qui était pourtant un truc de ouf, n'a fini que 21ème du box-office mondial. Ce qui était très faiblard. Et là, sur Furiosa, bah c'est pire. Le film a coûté 170 millions de dollars, donc hors promo. Il y a une grosse promo dessus. Et là, les estimations parlent d'une fin de carrière autour de 200 millions de dollars. Au moment où je vous parle, il est à 120 millions de dollars. Seulement 52 millions de dollars aux États-Unis. Il n'a fait que un peu plus de 10 millions de dollars pour son second week-end. Donc Furiosa, c'est un gros flop. Il est sorti le week-end du Memorial Day. C'est le pire Memorial Day depuis 30 ans aux États-Unis. Bon alors, il n'y avait pas de bol pour lui, il avait Garfield dans les pattes. Mais quand même, ça n'explique pas tout. Et certainement pas un échec aussi vénère. La sauce a pas pris. Alors il y a peut-être plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la promo, les trailers ne donnaient pas spécialement envie. Il faut être honnête, les affiches n'étaient pas très réussies. Mais bon, voilà, quand on a vu Fury Road, quand on connaît un peu Mad Max, et puis dans les trailers, il y a quand même des plans qui peuvent donner envie. Donc le voir aussi bas, c'est très... Enfin, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, alors on va faire un petit point sur, si vous le permettez, hein, je sais que vous le permettez, sur l'année 2024, qui est toujours en tête d'une partie 2 avec 700 millions de dollars, devant Godzilla X Kong avec 567 millions de dollars, Kung Fu Panda 4 est 3ème. Joli succès pour La Planète des Singes, le nouveau, avec plus de 350 millions de dollars au moment où je vous parle. Il va passer les 400 millions de dollars, donc c'est bien. Ghostbusters est 5ème, lui, avec 200 millions. C'est faiblard hein, pour une franchise aussi culte de notre enfance. Et puis on a également The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui est quand même un petit échec, je trouve, un échec, allez, soyons clairs, avec seulement 158 millions de dollars. Et une sortie digitale qui est déjà faite aux États-Unis, donc malheureusement accès au piratage illégal à gogo, et donc qui flingue la carrière du film avec Emily Blunt et Ryan Gosling. Furiosa est 11ème de l'année, mais on est très très loin d'avoir eu tous les très gros films de l'année, bien évidemment. Donc Furiosa va finir dans les tréfonds du classement du box-office 2024. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Oui, j'ai un truc à vous dire sur Denis Villeneuve concernant le point pognon. Il a été interrogé sur le fait que Dune 2 était toujours en tête du box-office mondial. Et alors, on aurait pu croire que Denis Villeneuve dit « Ah ah, je vous ai bien eu, je suis le meilleur ». Et il a dit qu'en fait, il était plutôt désappointé, l'ami Denis Villeneuve, et plutôt inquiet. Parce que ça montre que le cinéma mondial ne va pas forcément très bien, et qu'il espère qu'assez rapidement, et notamment dès cet été, son film va se faire dépasser par des films qui vont gagner plus de pognon. Alors il est évident qu'il y a des films qui devraient aller taper
d'une part 2 assez vite. Bien évidemment, celui qu'on a en tête tous, je le sais, vous aussi à la maison, c'est le cas, c'est Deadpool et Wolverine. Alien Romulus, why not? Et il faudra attendre la fin de l'année pour les plus gros films. Alors j'ai noté les grosses sorties de fin d'année. Je vais vous le dire là comme ça, donc j'avais pas prévu de vous le dire, donc voilà. Il y a Twister, le Twisters, donc, qui est une suite, reboot, remake de Twister, le film avec Bill Paxton et Len Hunt à l'époque, qui sort en juillet. Lui, du potentiel. On a Borderland en août, ça j'y crois moyen. Alien Romulus qui sortira le 14 août. Je cite pas un Deadpool et Wolverine le 24 juillet parce que j'en avais déjà parlé, mais du coup j'ai recité. On a Kraven le chasseur qui sort fin août. Je cite juste pour la vanne, parce que lui il va se vautrer. On a Joker, Folie à deux, qui logiquement devrait attirer beaucoup de monde en salle. Quand on voit le succès du premier et qu'on voit la promo du deuxième et l'ajout de Lady Gaga au casting. Donc ça c'est en octobre. Dans les gros poids lourds de la fin d'année, il y en a 3. En novembre, on aura Gladiator 2. On aura également Vaiana 2. Et peut-être celui qui, à mon sens, a des chances de devenir le plus gros succès de l'année 2024 au cinéma, c'est Mufasa, le nouveau film Le Roi Lion. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier Roi Lion a cartonné, hein. Il a dépassé largement le milliard, donc du coup c'est pas impossible que Mufasa ait aussi un gros succès, d'autant que à Noël, il est un peu tout seul. Donc il y aura Vaiana 2, mais ce qui sera sorti depuis 2 semaines. 3 semaines même, donc voilà, grosse interrogation autour du film Le Seigneur des Anneaux, The War of the Rohirrim, pas facile ça. Le film d'animation du Seigneur des Anneaux, est-ce que ça va être un succès ou pas? J'y crois pas du tout, je pense que ça va être un succès critique. On peut imaginer que la qualité sera là, mais par contre j'ai un peu de mal à croire que les gens vont se bousculer pour aller voir ce film animé. Moi, je ferai partie de ceux qui va y aller en bousculant les gens, mais il y aura peut-être pas beaucoup de gens à bousculer, malheureusement. Ne bousculez personne au cinéma, s'il vous plaît. Tenez-vous bien. Voilà pour le point pognon. Là, c'est le moment où je dis à toi, Greg, quelle est ta première news et où je reprends mon souffle. Il est pas là. Eh ben, tant pis pour mon souffle. Et je vais passer au point pigeon. Et j'en ai pas, parce que comme l'ami Greg est pas là, je voyais pas l'intérêt de dire c'est le point pigeon sans qu'on ait sa roucoulade légendaire. Donc voilà, et je vais passer à mon autre chronique que j'ai ajoutée il y a peu de temps, qui est la news Je fais plaisir à Greg. Et j'en avais pas non plus. Du coup, j'ai mis une fausse news une news qui est un sujet de Greg, mais qui va pas lui faire plaisir. C'est bien évidemment l'IA, Greg en parle très souvent. Et il a expliqué que l'IA était énormément utilisée au cinéma. D'ailleurs, il y a des vidéos qui en parlent sur la chaîne. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu nos dernières vidéos, on a un top 5 sur Steven Spielberg et où on parle du film IA. D'ailleurs, j'arrive à rebondir. Enfin, c'est formidable. Quel talent. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sur le top 5 de Steven Spielberg. Steven Spielberg a dit lui-même, je cite, « S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de mon immense carrière, c'est ce top 5 réalisé par la chaîne française Cut & Click. » Donc franchement, si Steven Spielberg le dit, allez voir la vidéo. Et alors c'est quoi? Vous allez me dire, je me perds complètement, je ne sais plus quel était le sujet de cette news. Le sujet c'est l'IA, et c'est le big boss de Sony Pictures, donc Tony Vinciquerra, qui a dit un truc qui va vous rassurer, vous allez voir. Il a dit que du côté de Sony, on étudiait tous les moyens possibles pour utiliser l'IA de la manière la plus performante afin de réduire les coûts. Ça vous rassure pas, vous? Moi non plus. C'est donc une tendance qui se confirme dans le cinéma. On va foncer tête baissée dans l'IA et se manger un mur. Chose que visiblement l'humanité a l'habitude de vouloir faire en ce moment. On va passer du côté de chez Marvel. Il y a plein de choses à dire. Après, il y a plein de petites news. Mais là, on va commencer avec Marvel, avec des premières infos sur Avengers 5, qui s'appelait avant Kang Dynasty. Maintenant, le titre a été retiré, même si visiblement Kang ne serait toujours le méchant du film. C'est un peu compliqué. Le titre de travail, c'est Avengers 5. Pourquoi ?
mais parce qu'il y a 4 Avengers qui sont déjà sortis avant. Deadline donne des infos sur le film. Deadline explique que par exemple Sean Levy, qui est le réalisateur de Deadpool et Wolverine, qui est dit un réalisateur qui ne m'assure pas confiance, parce que les films qu'il avait avant Deadpool et Wolverine sont franchement pas fameux, enfin pour la plupart. Et Sean Levy fait partie des sérieux candidats étudiés par Marvel pour réaliser le film. Vous savez qu'il y avait un réalisateur du film qui a été viré. Il y avait également un scénariste qui a été viré. C'était le scénariste de Quantum Mania. Le réalisateur, c'était le réalisateur de Shang-Chi. Tout le monde est parti du projet. Là, il y a eu plein de gens qui se sont portés candidats. Il y a eu Sam Raimi notamment. Moi-même, je me suis proposé, mais j'attends un retour de Marvel. Et là, donc, ils étudient la possibilité de Sean Levy, mais c'est loin d'être acté. En tout cas, ce qu'affirme Deadline, c'est que ça sera la plus grosse production Marvel, de l'histoire. Donc, encore plus ambitieux que Endgame. Alors, j'ai envie de dire, vu la situation actuelle du MCU, où ils sont obligés, s'ils veulent vraiment remplir les salles et vraiment impressionner, de faire un Avengers 5 absolument monstrueux. Et ils ont déjà annoncé, en tout cas c'est Deadline qui le dit, qu'il y aura 60 personnages du MCU à l'écran et que certains personnages auraient la même importance que d'autres. Donc en gros, il n'y aura pas 2-3 héros, mais un peu plus que ça, et avec une importance similaire dans le film. Parmi les personnages que l'on devrait logiquement revoir, affirme Deadline, il y a Loki, donc ça c'est une information qui est intéressante. Il y aura Strange, c'est cool aussi puisqu'il est techniquement il a disparu avec Charlize Theron et on ne sait pas ce qu'ils font. Il y aura également Shang-Chi, Nebula, il y aura Thor, et comme Chris Hemsworth était un peu dans le flou concernant son avenir chez Marvel, bon, il y aura Thor, et il y aura aussi Hulk, voilà, dans les noms qui sont annoncés. Il n'y a pas d'infos sur Iron Man. Vous allez me dire, mais pourquoi Iron Man? On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, il va falloir très vite que je reprenne mon souffle. Et, dans une des précédentes vidéos, on vous a dit que Robert Downey Jr. avait dit que c'était une évidence qu'il allait revenir. Là, récemment, il l'a reconfirmé dans Variety. Il a dit que jouer Iron Man était dans son ADN. Il a dit aussi que c'était le personnage qui lui ressemblait le plus. Moi, je suis assez étonné parce que j'ai jamais vu Robert Downey Jr. s'envoler comme ça, tel Iron Man. Non, dans la personnalité, bien évidemment. Et il dit quand même que Iron Man est beaucoup plus cool que lui. Donc voilà. Le fait que Robert Downey Jr. ne cesse de reparler d'Iron Man et du fait qu'il va revenir, bon, ça veut dire qu'il va revenir, voilà. Par contre, un personnage qui ne va peut-être pas revenir, en tout cas pas l'actrice qui l'incarnait, c'est la guêpe. Puisque l'actrice Evangeline Lilly qu'on a vue dans Lost, elle jouait Kate bien sûr dans Lost, qu'on a vue dans Le Hobbit, incarnée Toriel, et qu'on a vu donc chez Marvel, donc incarner la guêpe, elle a décidé de mettre sa carrière d'actrice en pause, et en disant qu'elle reviendrait peut-être un jour si ça lui prend. Mais pour l'instant, elle arrête, et donc potentiellement, si elle ne revient pas, son dernier film, c'est Quantum Mania. Voilà. Bon, pour un cadeau de départ, c'est quand même pas folichon comme film. Evangeline Lilly, qui est une actrice un peu controversée aux États-Unis, notamment depuis le Covid. Voilà. Et puis, alors, dernier truc sur Marvel, très vite, pour vous dire que Jordan Peele a récemment rencontré Marvel pour parler d'un film dont on n'a pas donc on connaît pas le titre. Donc voilà, si vous vouliez savoir ce que faisait Jordan Peele récemment, il a notamment rencontré Marvel. Alors, est-ce qu'il va collaborer avec Marvel? Est-ce que c'était juste une rencontre informelle? Est-ce que... on ne sait pas. Vous allez me dire... Alors voilà, je vous ai donné la news, faites-en ce que vous voulez. Moi, je bois un peu d'eau. Voilà, ça va mieux. C'est dommage que Daniel ait coupé le moment où je bois l'eau, parce qu'elle aurait pu même le mettre au ralenti, un peu à la Zack Snyder, et ça aurait été magnifique. Alors, autre info, alors là je vais vous spammer de plein de petites infos en veux-tu, en voilà, c'est parti. Quelques infos sur la saison 2 de The Last of Us. Pour vous dire qu'elle sera plus courte que prévu, 7 épisodes seulement au lieu de 9. Et Deadline annonce, Deadline c'est plein de choses, incroyable.
Deadline annonce que la saison 3 par contre sera plus longue. Donc voilà, et qu'il y a potentiellement une saison 4 en chantier. Info sur le film Watch Dogs, qui est l'adaptation donc, des jeux vidéo Ubisoft Watch Dogs. On savait qu'un réalisateur français allait réaliser le film, qui s'appelle Mathieu Turi, c'est le monsieur qui a fait Méandre, et l'année dernière il a fait Gueule Noire avec Samuel Le Bihan. Bon réalisateur, intrigué par l'adaptation de Watch Dogs. Au niveau du casting, on savait que Sophie Wilde, qui est l'héroïne du film qui a beaucoup fait parler l'année dernière, qui s'appelle La Main, un film d'horreur avec une main. Ouais, c'est logique. Il y a un autre ajout au casting, c'est l'arrivée de Tom Blyth. Vous allez me dire, mais qui est Tom Blyth, Kerr? Dis-le nous. Je vais vous le dire, mais attendez 2 secondes. Soyez patient quand même. C'est le héros du dernier Hunger Games. Celui qui jouait Snow. Et franchement, le titre du Hunger Games, là, comme ça, si vous l'avez directement par cœur, parce que c'est pas si évident que ça, on peut s'en mêler les pinceaux. C'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors moi, globalement, je me rappelle que de Rachel Zegler dans le film, et pas de Tom Blyth. Mais Tom Blyth, jouera dans Watch Dogs. Et puisque je parle de Hunger Games, il y a eu une drôle d'annonce, et c'était là d'ailleurs, puisqu'ils ont annoncé donc la sortie d'un nouveau livre, Hunger Games, toujours écrit par la même auteure, dont j'ai oublié le nom, et je ne l'ai pas noté, donc vous ne m'en voulez pas. Mais c'est toujours la même madame qui va écrire. Et ce bouquin s'appelle Sunrise of the Reaping. En fait, c'est un film qui va se dérouler 40 ans après donc, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et donc avant les films avec Katniss Everdeen. Qui va raconter en fait le 50e les 50e Hunger Games qui a été gagné donc par Amy Abernathy, qui était joué dans les films par Woody Harrelson. Je vous dis tout ça. Il y a un nouveau bouquin Hunger Games. Mais là où c'est intéressant et étonnant, c'est que quelques heures après, ils ont annoncé la sortie déjà d'un film qui adapte ce livre. Alors le bouquin sortira en mars 2025, donc en anglais, donc il faudra attendre un petit peu pour l'avoir en version française, et encore un petit peu pour l'avoir en livre de poche. Voilà, donc soyez patients. En tout cas, sachez que le film, qui s'appellera toujours Sunrise of the Reaping, sortira lui en novembre 2026 au cinéma. Donc c'est cocasse d'annoncer un bouquin, et puis quelques heures après d'annoncer son adaptation donc au cinéma. Autre news, l'actrice Elle Fanning, qu'on avait vue dans Super Vite. C'était un titre un peu ambitieux, je ne sais pas si super que ça. Et aussi dans The Neon Demon, donc le film du réalisateur de Drive, qui a un nom imprononçable, donc ne me demandez pas de le prononcer. Et ben elle sera la star du prochain film Predator, toujours réalisé par Dan Trachtenberg. Lui aussi, pas cool ton nom mec. Et ce film s'appelle Badlands, et c'est un film dans le futur qui n'est pas en lien direct avec Prey, on en avait déjà parlé. C'est paradoxalement le succès de Prey qui permet donc à Disney de relancer un nouveau film, donc Predator. Donc Elle Fanning sera l'héroïne du film. Chris Hemsworth va quitter l'univers de Mad Max, et avant de revenir dans l'univers de Thor, il s'est dit, et si je faisais un petit film indé là comme ça, un petit truc qui pourrait pourquoi pas me permettre de gagner un ou deux Oscars ou deux Golden Globes. Et du coup, il est en négociation pour jouer dans le film Transformers and G.I. Joe. Alors, c'est pas le titre du film, hein. C'est juste le projet actuel, donc le prochain Transformers qui a été commandé. On le sait, est en lien avec l'univers des G.I. Joe, c'est un crossover. Si vous avez vu le dernier Transformers, c'est une évidence. Et Chris Hemsworth est donc en négo pour être le personnage principal du film. Alors peut-être avec aussi, bien évidemment, l'acteur du dernier Transformers. Autre négociation actuellement en cours, et je n'ai pas d'infos si elle se passe bien ou pas, c'est Mahershala Ali, donc qu'on avait vu notamment dans Screw Detective, et qui doit théoriquement jouer Blade, le film Marvel, mais qui n'est pour l'instant n'avance pas ce projet. Ben lui, il est en négociation, super acteur, hein. Soit dit en passant. Et ben Mahershala Ali, qui avait joué dans Moonlight, très bon film, et qui a été également, alors je crois qu'il a été nominé ou oscarisé pour Green Book. Donc voilà, super acteur qu'on a eu découvert dans les 4400.
Oui, bah faut bien débuter dans quelque chose, hein. Eh ben, ma chère Shala Ali, il est en égo pour jouer dans le film Jurassic World, donc de Gareth Edwards, le nouveau film Jurassic World. Sachez que dans les semaines passées, nous vous avions dit également que Scarlett Johansson était en négociation pour jouer dans le film. Voilà, ils avaient même proposé à Jennifer Lawrence qui avait décliné. Donc du côté d'Universal, on est plutôt ambitieux sur le casting pour remplacer donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, puisque le nouveau film Jurassic World sera déconnecté des précédents. Donc voilà, moi je trouve une bonne idée de faire un Jurassic World. Ça fait toujours plaisir de voir des dinosaures, mais surtout avec cet acteur. Autre info casting, tiens, pendant que j'y suis avant de passer à autre chose. Marion Cotillard a rejoint le casting de la saison 4 de The Morning Show, la série d'Apple TV. Série qui a déjà quand même un beau casting, hein, puisqu'on a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup et Greta Lee qui était dans ce film que j'ai adoré l'année dernière, qui était mon film préféré l'année dernière, qui est Past Lives. Et ben Marion Cotillard rejoint le casting de The Morning Show. La première saison on l'avait beaucoup aimé avec Greg. On avait un peu arrêté avant, moi j'ai repris, Greg aussi je crois il est sur la 2, moi j'ai vu la 2 et la 3, ça reste une très bonne série, hein. C'est juste que on s'est fait la même remarque avec Greg, quand on a vu The Newsroom de Aaron Sorkin, forcément The Morning Show est un cran en dessous, mais The Newsroom était tellement réussi que je vous la conseille chaudement. Voilà, petite info sur Peaky Blinders. Je mitraille, hein. Bah oui, je peux pas passer la main à l'ami Greg. Donc je mitraille. Info sur Peaky Blinders, on sait qu'il y a un film qui est en préparation. C'est commandé officiellement, hein, par Netflix, ça y est. Cillian Murphy sera la star et le producteur exécutif du film. Le film sera réalisé par Tom Harper et Steven Knight, le créateur de la série, sera au scénario. Et voilà. Donc voilà, le film Peaky Blinders qui va conclure la série, puisque série qui se conclut en film qui devient série, transition toute trouvée. Il y a une série en cours de préparation sur Hostel. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Hostel, qui était un film d'horreur où des jeunes partaient, soit américains, soit européens, je crois qu'ils étaient américains dans le film. Partaient en voyage en Europe, dans les pays de l'Est, et étaient kidnappés, se retrouvaient dans un hangar et étaient torturés par des riches. Torturés, tués, etc. Donc par des riches, c'était un film d'Eli Roth, qui est un des grands amis de Quentin Tarantino. Et sachez qu'il y aura une série sur l'univers d'Hostel, et que Paul Giamatti, ça c'est un truc de dingue, Paul Giamatti va donc être dans cette série. Il pourrait avoir le rôle principal. Paul Giamatti qui a également rejoint dans un tout autre registre, vous allez voir. Là, c'est sans transition aucune. Downton Abbey, le dernier film. Oui, il va faire Hostel et Downton Abbey. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors maintenant, toute transition trouvée. On passe donc d'un film... d'une série qui se conclut en film, d'un film qui devient une série, et maintenant un jeu vidéo qui devient une série. C'est Like a Dragon Yakuza qui va donc sortir sur Prime Video en série télé, donc le jeu vidéo adapté en série télé sur Prime, sorti en octobre, donc ça arrive très vite. Et puisqu'on reste dans l'univers japonais, sachez que Godzilla Minus One, qui est sorti en version digitale il y a quelques jours, semaines, est également sorti sur Netflix. Figurez-vous que Godzilla Minus One est le premier film de l'histoire à être simultanément premier sur Netflix et premier sur iTunes. iTunes Bref, iTunes, franchement. De toute façon, je suis pas produit Apple, donc je m'en fous. Godzilla a réalisé une sacrée performance. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Là, j'enchaîne. Max sort en France et aux États-Unis. Là, Max est déjà sorti, et du coup, Max étant sorti depuis un certain temps, Max fait comme tout le monde, c'est-à-dire augmente ses tarifs. Pas en France, rassurez-vous, puisque Max sort là. Donc ils vont attendre probablement 1 an, 2 ans avant d'augmenter les tarifs. Sachez que l'abonnement mensuel va prendre 1 euro de plus aux États-Unis, et l'abonnement annuel va prendre $20.
Ils se font un peu avoir là au niveau annuel, non? Je crois. Je crois. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Max augmente ses tarifs, comme toutes les plateformes, malheureusement. On en a déjà beaucoup parlé. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne où on passe son temps à se plaindre fort justement à ce sujet. Le créateur de The Boys qui revient le 13 juin donc sur Prime Video. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous parle de toutes les sorties du mois de juin. Et vous allez voir qu'en juin, vraiment, il y a beaucoup de trucs. Très cool à regarder. Il y a notamment The Boys, la saison 4. Et comme on est en pleine promo, le créateur de la série, Eric Kripke, eh ben, il dit que initialement la série devait se terminer en 5 saisons, mais que c'est possible qu'elle aille un peu plus loin que ça. Et il a annoncé un truc de dingue. Ce que les créateurs de Lost n'avaient pas fait, soit dit en passant, c'est qu'il sait comment va se terminer la série. Donc ça c'est cool. Merci à toi, tu ne fonces pas vers l'inconnu et c'est plutôt rassurant. Pourquoi est-ce que je dis ça pour les créateurs de Lost? C'est que réellement ils ne savaient pas comment la série allait se terminer, puisque ça dépendait à l'époque de ABC. Et en fait c'est quand ABC leur a dit bon maintenant vous avez un certain tel nombre de saisons avant la fin, qu'ils ont plus vraiment planifié et se projeté sur la fin de la série. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il y a aux États-Unis une petite polémique qui est en train d'enfler, mais c'est léger, hein, puisqu'il y a une autre série qui revient, c'est The Bear. Accessoirement, la série The Bear revient donc pour sa saison 3 le 27 juin aux US, et malheureusement en France, il faudra attendre 2 semaines de plus pour la voir, peut-être pour des raisons de doublage. J'imagine, je vois pas d'autres raisons, c'est une stratégie de Disney. Faut voir, peut-être éviter la concurrence de The Acolyte, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faudra attendre, donc je crois que c'est le 14 juillet que déboule The Bear saison 3 en France. Et aux États-Unis, il y a plusieurs concurrents de Disney+, qui sont mécontents. Donc la série est diffusée sur FX, mais FX appartenant à Disney, c'est dans le même groupe hein, que FX, Hulu et Disney+. Et en fait, ils sont assez agacés du fait que The Bear soit constamment nommé dans la catégorie comédie, et qu'ils estiment que c'est plutôt un drame. Et en fait, ils ont raison. C'est assez étonnant, et on l'avait déjà dit d'ailleurs sur la chaîne, que The Bear soit dans la catégorie meilleure comédie, parce que la série est plutôt très touchante. Enfin, elle fait pas souvent rire, mais par contre, elle est très réussie, mais c'est pas vraiment une comédie. Et le fait qu'elle soit balancée comme ça dans la série comédie fait que les autres comédies se font littéralement ravager, puisque The Bear a tout gagné aux dernières cérémonies. Et ils sont pas contents. Voilà, ils aimeraient que The Bear aille du côté des séries dramatiques, où là la concurrence est plus rude, mais où The Bear a ses chances, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Et puisque je parle de comédie qui n'en est pas vraiment une, parlons maintenant d'une comédie qui en est vraiment une et qui va revenir et qui peut-être cette fois ne va pas nous faire rire. C'est The Office. Et la fameuse série, la nouvelle série The Office. Malheureusement, alors bon, je dis malheureusement parce que The Office US est tellement apprécié que forcément l'idée d'une série spin-off peut faire peur. En tout cas, on connaît l'histoire et potentiellement le titre. Le titre serait The Paper. Et la série, en fait, le lien avec The Office a été tout trouvé. Je trouve que c'est plutôt malin, mais ils avaient expliqué à l'époque que c'était un spin-off très éloigné de The Office, dans le sens où on n'aurait littéralement aucun personnage de The Office dans la série, et qu'on n'aurait même pas de le lieu, enfin tout aurait changé. Et en fait, le lien entre les deux séries, c'est quoi? Et ben, c'est l'équipe de documentalistes qui ont suivi Dunder Mifflin, qui cette fois vont aller dans un journal américain du Midwest qui est en train de fermer ses portes petit à petit, qui n'arrive plus à être rentable et dont les journalistes sont des bénévoles. Donc voilà ce que va suivre cette série The Paper, la série spin-off de The Office. Une autre série est en préparation, c'est une série préquelle de 300 et Zack Snyder est actuellement en négociation pour pourquoi pas réaliser certains épisodes de cette série préquelle de 300. Bon, c'est pas nécessaire, ne vous emballez pas. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas du côté de la Warner. Il y avait déjà eu une suite d'ailleurs à 300 avec Eva Green.
Alors, je vais passer maintenant sur Netflix pour vous dire qu'un problème à 3 corps a été renouvelé pour une saison 2. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans la précédente vidéo news, que Netflix a tardé à renouveler un problème à 3 corps. Et on avait dit que potentiellement la manière dont c'était tourné le tweet d'annonce laissait entendre que cette saison 2 pourrait être la dernière. En fait, non. Netflix a clarifié les choses et a clairement dit qu'il y aurait une saison 3, mais que cette fois, la saison 3 serait bel et bien la dernière. Donc ça permet aux créateurs de la série, donc les créateurs, Alexei Benioff de GOT, de terminer correctement l'adaptation de la saga de Liu Cixin. Je suis désolé d'avoir massacré ton nom, mais j'ai ton bouquin juste derrière, donc ne m'en veux pas trop. Donc le problème à 3 corps aura 3 saisons sur Netflix. Sachez que Netflix a déjà annulé des séries qu'elle avait déjà renouvelées. Hein. Donc c'est possible que si la saison 2, personne ne la regarde, ils disent on avait beau avoir dit que la saison 3 on la faisait, on va peut-être pas la faire. Voilà. Il y a eu une surprise du côté des Anneaux de Pouvoir qui revient en fin août pour sa saison 2. C'est Vanity Fair qui a balancé l'info. C'est des photos d'un personnage très célèbre de l'univers de Tolkien et qui va apparaître dans la saison 2. C'est Tom Bombadil. Et ça, c'est une grosse surprise. Donc Tom Bombadil est un personnage qui apparaît au début de la communauté de l'anneau de Tolkien et qui est un personnage qui est très compliqué à intégrer dans le récit du Seigneur des Anneaux. Dans le bouquin, ça passe, mais ça passe dans des chapitres qui sont un peu lyriques, très étranges, avec notamment sa femme qui s'appelle Bédor, si je ne dis pas de bêtises. Et Tom Bombadil, il apparaît, figurez-vous, dans la saison 2. Alors, on le voit avec celui qui est Gandalf, mais dont on ne veut pas dire que c'est Gandalf. On voit donc toutes les images, et c'est Rory Kinnear, qui est un acteur qu'on a vu notamment dans Penny Dreadful ou dans Black Mirror, dans un épisode culte de Black Mirror, qui était génial dans Penny Dreadful d'ailleurs. Il jouait la créature de Frankenstein. Rory Kinnear sera Tom Bombadil dans Les Anneaux de Pouvoir. Bon, alors, moi je dis pourquoi pas. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Mais bon, c'est un personnage culte, on verra comment ils l'ont mis en scène. Peter Jackson avait fui le personnage. Dans l'adaptation, vraiment, ils ont mis Tom Bombadil de côté. Ils avaient mis aussi de côté Beorn, qui était par contre, lui, intégré au Hobbit. Donc voilà. On en avait parlé dans la précédente vidéo qu'il y avait potentiellement une saison 2 en égo de Shogun. Daniel, vous avez mis le message parce que entre le moment où on avait enregistré et le moment où était sortie la vidéo, ça avait été officialisé. Je le redis de vive voix. C'est officiel, Shogun aura une saison 2 et même une saison 3. Et l'acteur Hiroyuki Sanada reprendra son rôle. La série avait été conçue pour être une mini-série seulement. Ce qui d'ailleurs va poser potentiellement des problèmes à Disney ou aux Golden Globes et aux Emmy Awards, puisque Shogun était enregistrée et inscrite comme mini-série, donc elle était dans une catégorie particulière. Maintenant qu'ils ont annoncé une saison 2, une saison 3, logiquement Shogun devrait donc sortir de la catégorie mini-série. On va voir s'ils vont respecter ça. Mais bon, ça, on va dire c'était un détail, on s'en fout. Le fait que la série était prévue initialement pour être une mini-série, et je trouve qu'elle se terminait d'une manière fort brillante. Est-ce que l'arrivée d'une saison 2 et d'une saison 3 motivée purement par le succès de la saison 1 et l'aura qu'a la série, parce que les critiques sont dithyrambiques, est-ce que ça va pas dénaturer tout ça? Bon, ça m'inquiète un petit peu, mais on verra. Moi, je suis quand même content de retrouver Shogun. J'ai trouvé que la saison 1 était tellement réussie que je veux bien laisser sa chance au produit pour une saison 2, mais il faudrait pas flinguer le truc et qu'au final, dans l'imaginaire collectif, Shogun soit une série finalement quelconque, parce que la saison 2 et la saison 3 n'auront pas été à la hauteur de la première. Quelques petites infos sur Pixar, les amis, pour vous dire que récemment, Pete Docter, qui est un des... qui est pas docteur, hein, mais qui est un des grands artisans de chez Pixar, a parlé dans Bloomberg, et il a dit que un nouveau film sur le monde de Nemo était en discussion, ainsi qu'un nouveau film sur les Indestructibles. Donc ce sont deux
Alors, Le Monde de Nemo a déjà eu une suite qui est Le Monde de Dory, et Les Indestructibles a déjà eu une suite, c'est Les Indestructibles 2, qui a été un carton. Paradoxalement, moi, Les Indestructibles 2 et Le Monde de Dory font partie de mes Pixar que j'aime le moins. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour moi, non, mais peut-être que, au vu du succès, ça a déjà ça vous fera plaisir, et si ça vous fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Et je pense que, vu le succès qu'a été Les Indestructibles 2, ça fait surtout plaisir aux finances et aux actionnaires de Disney. Et il en a également profité, Pete Docter, pour dire qu'une série spin-off de Vice Versa était en préparation, pour Disney+. La news suivante va vous faire peur. Je vous le dis clairement, Mike Flanagan, qui est le papa de Hill House, de Bly Manor, des Sermons de minuit, extraordinaire série sur Netflix, qui récemment a fait une autre série, et là, comme je suis dans un monologue effréné, j'ai complètement oublié le nom de cette série, vous ne m'en voulez pas, mais de toute façon, elle était en dessous des 3 précédentes citées. Et l'ami Mike Flanagan, il vient de signer pour réaliser un film qui est le nouveau film Exorcist pour Blumhouse. Ça fait peur. Heureusement, Mike Flanagan a dit que s'il avait une vision radicale, qu'il allait faire les choses d'une manière radicale par rapport à ce qui a déjà été fait dans les films L'Exorciste, il y en a eu une pelle, alors qu'en fait le seul qui compte bien évidemment c'est le premier. Bon, franchement moi ça m'inquiète, hein. J'ai peur que Mike Flanagan là, se prenne une poutre en faisant ce film, mais on verra bien. Et puisqu'on parle de films que je n'ai pas du tout envie de voir, je vais vous parler de Je suis une légende 2, puisqu'on vous a dit récemment que Michael B. Jordan travaillait sur le film et notamment sur le scénario, qu'il allait jouer dans le film. Il a dit qu'il continuait de travailler sur le scénario, mais que pour l'instant il n'y avait pas de date de sortie. Et il dit dans sa déclaration qu'il avait très envie de travailler avec Will Smith, et donc il est super emballé par le projet. Donc Will Smith reviendra dans Je suis une légende 2. Pourquoi est-ce que je ne suis pas emballé? Parce que Je suis une légende est mon livre préféré, et que le film a littéralement craché sur le sens même de Je suis une légende. C'est-à-dire en tant qu'adaptation d'un ouvrage, moi jusqu'à présent j'ai jamais vu un tel manque de respect pour le matériel d'origine. Donc le film avec Will Smith avait des qualités, mais le pourquoi de Je suis une légende, le carnage, vraiment le carnage. Donc je suis pas emballé à l'idée d'un 2, même si je pense que Je suis une légende 2 s'adaptera sur la fin alternative du film Je suis une légende, parce qu'il y avait une fin alternative. Voilà. J'en ai terminé pour les news, les amis. J'espère que c'était pas pénible à écouter, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. À féliciter Greg, bien sûr. Moi, je le resalue. Et puis, un gros cœur aux tipeurs qui nous soutiennent. À tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire, à réagir aux différentes news qui sont évoquées dans cette vidéo. Merci à Daniel. À la réalisation, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Kunde Click.